Depuis la fin du Moyen-Âge, la route de la soie vers la Chine permet de ramener épices, métaux et matières rares en Europe. La Chine incarne également un rêve de grandeur et de richesse. Alors lorsque les Turcs prennent la ville chrétienne de Constantinople en 1453 et bloquent la route, les Européens doivent trouver d'autres moyens de se rendre en Orient. De grandes expéditions sont lancées, notamment par le Portugal et l'Espagne, ce qui permettra à un certain Christophe Colomb de poser le pied sur un nouveau continent, qu'il confondra logiquement avec l'Inde, et c'est ce qui donnera le nom d'Indiens pour les tribus autochtones vivant à cet endroit. Cette histoire, on la connaît tous, mais ce que l'on sait moins, c'est que le Portugal et l'Espagne vont signer un traité où ils se partagent ce nouveau monde juste entre eux, excluant tous les autres royaumes. Le traité de Tordesillas est validé par le pape, ce qui le rend opposable à tous. Et cela va freiner quelque peu les ardeurs de pays comme la France et l'Angleterre, qui étaient d'ailleurs bien plus préoccupés par des questions continentales. Le tour du monde bouclé par Magellan en 1522 réveille quelque peu l'intérêt des Français. Et ils vont envoyer une expédition, conduite par un Italien, Giovanni da Verrazzano. Il va donc partir de Dieppe en 1524 et longer la côte nord-est américaine. C'est à cette occasion qu'il va découvrir le site de l'actuel New York, qu'il va nommer Nouvelle-Angoulême. Donc New York aurait pu s'appeler Nouvelle-Angoulême. Alors je n'ai rien contre la ville d'Angoulême, mais New York ça claque un peu plus quand même. Encore aujourd'hui, le pont Verrazzano-Narroze est là pour rappeler cette découverte. Une étape importante aura lieu avec l'aménagement par le pape du traité de Tordesillas, ne limitant plus l'exploration de nouvelles terres, puisque les terres inconnues découvertes peuvent désormais être revendiquées par d'autres royaumes. Ni une ni deux, François Ier finance des expéditions, dont la plus célèbre sera celle de Jacques Cartier en 1534. L'objectif est de rapporter or et richesse, mais Cartier va faire chou blanc concernant cette mission. Par contre, des contacts sont établis avec des tribus et les premiers trocs se mettent en place. D'ailleurs, le terme de Canada apparaît à cette époque. Il fait référence au village de Stadacone, situé sur l'actuel Québec, et vient de Kanata, signifiant village en iroquois. En 1559, la paix du Cateau-Cambrésis met fin aux guerres européennes, et sous l'impulsion de l'amiral de Coligny, une expédition protestante est envoyée en Floride. Malheureusement, les très catholiques espagnols vont massacrer tous les colons. La France plonge ensuite dans les guerres de religion et va délaisser quelque peu l'entreprise coloniale. Le développement viendra plutôt d'initiatives privées, notamment d'un très riche armateur, Jean Angot, qui va développer le commerce et notamment celui de la pêche à la morue. Le poisson était très prisé à l'époque, puisque l'église interdisait la viande environ 150 jours par an. Mais par contre, elle ne disait rien par rapport à la consommation de poisson, donc on en mangeait les jours où la viande était interdite. Afin d'assurer la conservation de la morue, une technique de salage devait avoir lieu à terre, ce qui va favoriser le contact avec les tribus autochtones. C'est également à cette époque que va se développer le commerce de fourrure, très tendance à Paris. À la fin des guerres de religion en 1598, aucune colonie n'a véritablement été établie, mais de nombreux contacts ont été noués avec les autochtones, ainsi qu'une certaine connaissance du terrain. Et cela sera bien utile pour la colonisation qui aura lieu au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle va marquer une reprise en main par l'État de la colonisation, en soutenant souvent des initiatives privées. En 1603, François Gravé-Dupont, accompagné d'un certain Samuel de Champlain, vont participer à ce que l'on nomme les tabagies de Tadoussac. Alors ce sont des cérémonies rituelles avec calumet, dégustation de castor et danse en tout genre. Bon, concrètement, c'est des gros stuff où on s'éclate la tête. En participant à ces fêtes, ils comprennent que l'établissement d'une colonie durable répond à un préalable, une alliance solide avec les Indiens. Les Français s'associeront avec les Hurons. C'est ce même Samuel de Champlain qui va créer la ville de Québec en 1608. Québec signifiant là où le fleuve rétrécit en iroquois, ou débarquer en montagnier, venant du mot Képak. Bon, Champlain a débarqué là où le fleuve rétrécit. Donc Québec est une place hautement stratégique car elle est située sur des falaises et donc très difficile à prendre. C'est d'ailleurs dans la première partie du XVIIe siècle que vont être créées deux autres villes, et qui vont constituer un réseau commercial essentiel. Trois-Rivières en 1618 et Montréal en 1642, qui était à la base une colonie de missionnaires dont le but était de convertir ceux que l'on appelait les sauvages. Alors je ne reviendrai pas trop sur le rôle de l'Église pendant la colonisation, ce n'est pas notre sujet, mais on peut noter que le but des Français était plutôt la conversion et l'intégration des Indiens, plutôt que la destruction des tribus. En 1627, le cardinal de Richelieu va tenter de relancer la colonisation à travers la Compagnie des Sans-Associés, qui accorde un monopole commercial sur 15 ans. Malheureusement pour lui, une guerre éclate avec les Anglais en 1628, et le général Kirk va enlever 400 colons et prendre la ville de Québec. Bon, la ville sera restituée quelques années plus tard par le traité de Saint-Germain-en-Laye, mais c'est encore un échec, malgré de belles ambitions initiales. Alors il faut noter que l'État, en accordant des concessions, oblige les commerçants à peupler les territoires. Mais ceux-ci ne le font pratiquement jamais. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le réseau commercial français repose sur l'entente avec les Indiens, qui ramènent par eux-mêmes les fourrures.
Peupler entraînerait des surcoûts, et donc ferait baisser la rentabilité. La destruction des Hurons par les Iroquois va complètement changer la donne puisque cela va détruire le réseau commercial français. Il faut donc rentrer dans les terres. C'est à cette époque, vers 1650, que vont apparaître les coureurs de bois, que l'on peut d'ailleurs voir dans le film The Revenant. L'arrivée de Louis XIV au pouvoir et surtout de son ministre Colbert va apporter un nouvel élan, surtout que la France est dans une période de paix. La Compagnie des 100 associés est dissoute et le premier intendant est envoyé au Canada, Jean Talon. Une expédition militaire est envoyée, un effort financier de 1 million de livres accordé et une politique de peuplement mise en place, grâce à ce que l'on appelle les filles du roi. Des filles d'origine assez modeste sont envoyées pour peupler les colonies. Et cela marche, la population triple en 10 ans. Mais l'écart entre les ordres venant du royaume et la réalité dans les colonies va devenir de plus en plus grand. Colbert souhaiterait une colonie compacte, resserrée autour de Montréal, tandis que les intendants sur place souhaitent s'étendre vers l'ouest. C'est dans ce contexte qu'un explorateur français va descendre le fleuve Mississippi et prendre les territoires situés entre l'Ohio et le Mississippi justement, au nom de la France et de son roi. En 1682, la Louisiane est créée. Cela va provoquer un élargissement du réseau d'alliance avec les Indiens et rallumer le vieux conflit avec les Iroquois, dont le point culminant aura lieu avec le massacre de Lachine en 1689. Après 10 années de raids et de massacres, un accord est enfin trouvé avec les Indiens en 1701. Il s'agit de la Grande Paix de Montréal, document que vous pouvez voir là. Donc les petits dessins correspondent aux signatures des différentes tribus. Alors ce traité il est assez marrant parce qu'on peut voir à quoi correspondent les différents signes indiens. Vous le trouverez en lien dans la description. C'est malheureusement à ce moment qu'un nouveau conflit, la guerre de succession d'Espagne, va éclater en Europe et se répercuter sur le nouveau continent. Depuis quelques années, les Français et les Anglais se faisaient des petites attaques, tentatives de prendre des villes, quelques exactions et massacres, mais rien de très officiel. Cette fois-ci, les territoires sont clairement revendiqués. L'Acadie, Terre-Neuve et la baie d'Hudson. Le conflit se terminera par le traité d'Utrecht en 1713 et c'est une véritable catastrophe pour la France. Mais c'est une catastrophe assumée, c'est bien là le problème. Depuis le début du siècle, Louis XIV n'a de vue que sur la Louisiane pour empêcher l'expansion anglaise vers l'ouest, mais aussi pensant que cette terre dispose de plus de richesses. Le traité cède une partie de l'Acadie, la baie d'Hudson et Terre-Neuve aux Anglais. Seule l'île de Cap-Breton reste aux mains françaises. Alors ce traité ferme la porte d'entrée du Canada à la France, et la première réaction française sera de créer le fort de Louisbourg en 1714, servant ainsi à contrôler l'estuaire du Saint-Laurent. Ce qui montre que la France a encore un certain intérêt pour le Canada. La période qui s'étale de 1713 à 1744 est une époque que l'on peut considérer de paix armée, dans l'attente de la reprise des hostilités entre ces bons vieux ennemis que sont la France et l'Angleterre. L'événement décisif dans la chute de la Nouvelle-France sera la guerre de 7 ans, que les Anglais appellent la Grande Guerre pour l'Empire, et qui est décalée de 2 ans par rapport à l'Europe. Les raisons de cette guerre sont particulièrement bien résumées dans le film Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Il faudrait le talent d'un grand philosophe et d'un grand historien pour expliquer les causes de cette fameuse guerre de 7 ans, dans laquelle toute l'Europe fut engagée et au cours de laquelle le régiment de Berry se retrouva en mer pour aller prendre part au combat. Qu'il nous suffise de dire que l'Angleterre et la Prusse étaient alliées et qu'elles faisaient la guerre à la France, à la Suède, aux Russes et aux Autrichiens. Le point de discorde concerne le fleuve Ohio, sur lequel les Français ont installé plusieurs forts. Alors les Anglais n'aiment pas trop ça, et ils vont dépêcher une ambassade constituée d'Indiens et d'un diplomate milicien, qui deviendra le premier président des États-Unis. Son nom est George Washington. Malheureusement, l'entrevue tombe plutôt mal, et le chef indien, qui n'était pas trop du genre à déconner, va fracasser le crâne d'un officier français à l'aide de son tomahawk. Cette fois-ci, la guerre est vraiment bien lancée. Cette guerre se découpe en 2 phases. La première partie tourne à l'avantage des Français, malgré son infériorité numérique, mais grâce à une stratégie plus adaptée au territoire. L'utilisation des techniques indiennes de surprise, de mobilité et d'habileté au tir. Un épisode va marquer l'imaginaire anglais, il s'agit du massacre du fort Henry, que l'on retrouve décrit dans le dernier des Mohicans. En effet, les Français, après avoir pris le fort, devaient protéger la retraite des Anglais, mais ils n'ont pas réussi et les Indiens en ont massacré une bonne partie. C'est aussi durant cette guerre qu'une grande vague migratoire va se produire en Acadie. Plus de 6000 personnes refusant de se soumettre à la couronne anglaise vont migrer. C'est l'épisode dit du Grand Dérangement. À partir de 1758, le cours de la guerre s'inverse, et cela pour plusieurs raisons. C'est tout d'abord un choix politique anglais. Il faut faire tomber Québec. Et pour cela, de nombreux renforts sont envoyés, permettant la prise rapide de Louisbourg. La Royal Navy, plus puissante que la marine française, empêche l'arrivée du ravitaillement.
Et enfin, une stratégie de sape des alliances franco-indiennes est mise en place. Grâce à ces différentes mesures, l'avantage revient aux Anglais. Et le général Wolfe réussit à prendre Québec en 1759, de manière quasi suicidaire d'ailleurs, en escaladant les falaises de la ville la nuit avec des forces inférieures. Mais la mauvaise stratégie du général français Montcalm lors de la bataille des plaines d'Abraham font tomber la ville. Un an plus tard, c'est Montréal qui est prise. Seule la Louisiane est épargnée, considérée comme secondaire. Le traité de Paris de 1763, mettant fin à cette guerre, acte la fin du Canada français, et va au passage céder de manière secrète la Louisiane aux Espagnols, afin de ne pas avoir à la céder à l'Angleterre. Et oui, si on avait l'occasion de mettre des bâtons dans les roues aux Anglais à l'époque, on n'hésitait pas une seconde. Cet abandon ne provoque pas d'émotion en France. Certains sentent déjà arriver le vent de la future révolution américaine. En soutenant les rebelles américains contre l'Angleterre, la France tiendra là une petite revanche sur son vieil ennemi. Une petite, on peut dire. Le dernier acte de notre histoire concerne la Louisiane, qui sera rétrocédée par l'Espagne à Napoléon Bonaparte en 1800, contre un élargissement du duché de Parme. Oui, on s'échangeait des territoires comme ça à l'époque. À peine le drapeau français sera hissé le 30 novembre 1803 que le territoire sera revendu aux États-Unis, pour la modique somme de 80 millions de francs. Le 18 décembre de la même année, les États-Unis prennent officiellement possession de la Louisiane. Finalement, la Louisiane sera revenue dans le giron français pour seulement 3 semaines. Voilà donc toutes les grandes étapes qui ont amené à la perte de l'Amérique du Nord. Un désintérêt de départ, une politique peu incitative et des choix stratégiques désastreux. Les conséquences sont nombreuses. L'influence française dans le monde en a pâti. La langue en Amérique ne survit qu'au Québec. Et la mentalité anglo-saxonne règne désormais en maître sur ce vaste territoire. Voilà, alors j'espère que cette vidéo